Bonjour pour tout le monde, c'est le dernier vidéo de ce cours sur l'embryologie de l'œil. Nous sommes arrêtés dans la séance prochaine sur la formation des cristallins. On a dit que les cristallins, c'est une structure qui dérive de l'ectoderme surface, principalement d'un épaississement de l'ectoderme surface, qui est la placote cristalline. On a dit que cette placote subit une invagination pour constituer la fossette cristalline ou la fovea lentis, et cette fovea lentis subit ou continue à s'invaginer pour se détacher complètement de l'ectoderme de surface et constituer une vésicule qu'on appelle la vésicule cristalline. Cette vésicule cristalline, on a précisé que les cellules de la face postérieure, donc supposons que ça c'est la vésicule cristalline, avec son revêtement cubique simple, est formé par des cellules cubiques simples, donc épithélium cubique simple, et les cellules de la face postérieure de la vésicule cristalline s'allongent derrière vers l'avant. Supposons que ça c'est le côté ventral, ça c'est le côté dorsal. Donc les cellules vont s'allonger dans ce sens pour occuper la totalité de la vésicule. Et enfin, on obtient une structure qui ressemble à un cristallin, il n'est pas encore mature. On parle du gène cristallin ou du cristallin embryonnaire. Alors ce cristallin embryonnaire, comme on a dit, il est immature. Il est dépendant du nutriment et du oxygène. Et comme vous le savez, chez l'adulte, le cristallin est une structure qui est avasculaire, il n'a pas de vaisseau, et la nutrition de cette structure est assurée principalement par un liquide, comme vous le savez très bien, c'est l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, et cette humeur aqueuse est sécrétée par l'épithélium bistratifié des processus ciliaires. Et chez l'embryon, au premier semaine de développement, il n'y a pas de lumière aqueuse. La formation de lumière aqueuse commence au cinquième mois, au cinquième mois de la gestation. Et au premier semaine de développement, il n'y a pas de lumière aqueuse. Et donc, comment le cristallin va se nourrir? C'est grâce à une vascularisation embryonnaire transitoire qui donc va assurer l'alimentation et le maintien donc, de cette structure jusqu'à qu'elle devienne mature. Donc cette vie supérieure, ici on représente au cinquième semaine du développement embryonnaire la kipule optique avec le pédicule optique qui relie cette kipule au diencéphale. Ici, il s'agit d'une vie supérieure, c'est-à-dire que la fente colobomique ou la fente choroïdienne qui se forme au cinquième semaine donc du développement embryonnaire se situe en bas, d'accord? Donc, ici, on peut représenter donc, le cristallin embryonnaire, ici. Voilà le cristallin embryonnaire qui est complètement détaché de l'ectoderme de surface. Voilà l'ectoderme surface. Et voilà le cristallin embryonnaire. Le kipule optique. Kipule optique, comme vous le savez, on a détaillé dans les vidéos précédentes que la kipule optique possède deux feuillets. Un feuillet interne qui est à l'origine de la rétine neurosensorielle, un feuillet externe qui est à l'origine de l'épithélium pigmentaire de la rétine pigmentaire, et entre les deux feuillets se trouve un espace qui est transitoire, qu'on appelle l'espace intrarétinien. On a dit que la persistance de cet espace favorise un décollement de la rétine, décollement congénital. Voilà l'espace donc, entre les deux feuillets. Donc, ça, c'est l'espace intrarétinien. L'espace intrarétinien situé entre les deux feuillets externes et internes de la kipule optique. Donc voilà le feuillet interne. Et voilà le feuillet externe. Alors, la vascularisation embryonnaire de cette structure, qui est le cristallin, est assurée principalement par un ensemble de vaisseaux, dont le plus important, c'est une artère qui est branche de l'artère ophtalmique. C'est ce qu'on appelle l'artère hyaloïde. Artère hyaloïde. L'artère hyaloïde, c'est une branche de l'artère ophtalmique. Donc, supposons que ça, c'est l'artère ophtalmique. Et l'artère hyaloïde va rentrer. Donc, ici, on représente ici l'artère hyaloïde. Voilà. On la matérialise ici par ce flèche. Alors, l'artère hyaloïde va rentrer dans le pédicule optique
à travers la fente colobomique ou la fente choroïdienne qui est située à la face inférieure du pédicule optique. On représente ici par pointué pour montrer qu'il est dans le pédicule optique, dans sa lumière, et l'artère va s'engager directement dans l'espace situé entre la pupille optique et le cristallin. Voilà, l'artère, il va s'engager jusqu'à gagner la face postérieure du cristallin. Et donc son trajet, il va donner des branches collatérales, par collatéralité, qui donc alimentent principalement l'humeur vitrée primitive. Voilà, l'humeur vitrée primitive, qui est un tissu primaire, qui gagne également le même trajet que l'artère hyaloïde. Donc, il s'accumule dans l'espace entre la cupule optique et les cristallins embryonnaires à travers la fente colobomique. Donc, il rentre à travers la fente colobomique pour gagner cet espace. Et cet humeur vitrée, il est primitif et il est transitoire, il est provisoire. Et au fur et à mesure du développement, sera remplacé rapidement par un autre humeur vitrée, qui est l'humeur vitrée secondaire, qui est sécrétée par le feuillet interne de la cupule optique, par la rétine. Alors, pourquoi donc l'artère hyaloïde gagne ce trajet pour atteindre la face postérieure du cristallin? Alors, pourquoi? Donc, les cristallins, qu'on a dit, dépend du nutriment. Il n'y a pas d'humeur aqueuse qui assure sa nutrition. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le cristallin va envoyer des messages pour dire qu'il a besoin du nutriment, il a besoin du dioxygène. Donc, il va libérer un facteur extrêmement important. Ce facteur prend le nom, l'abréviation VEGF. C'est une abréviation anglaise qui signifie Vascular Endothelial Growth Factor, ou facteur de croissance de l'endothélium vasculaire. Ce facteur qui est libéré par le cristallin, le jeune cristallin, est également libéré par la rétine. On va voir ça dans le développement des vaisseaux de la choroïde. Ce facteur est un vrai message parce que il va donc gagner les cellules endothéliales des vaisseaux périoculaires pour se fixer sur les récepteurs spécifiques au niveau de la membrane plasmique. Une fois fixé, supposons que ça c'est une cellule endothéliale, voilà la cellule endothéliale, et ça c'est son récepteur. Donc le facteur va se fixer sur le récepteur, et une fois fixé, la cellule va se proliférer, elle va se multiplier en plein nombre, donc plusieurs cellules, et ces cellules vont s'organiser sous forme d'un vaisseau, et ce vaisseau va donc croître en direction de la source du facteur, puisque la concentration de ce facteur, qui est le VEGF, au niveau du cristallin, est tellement importante, et donc ça va créer un gradient. La concentration de loin, elle est moins importante, et donc l'artère va, ou le vaisseau, va croître en direction de la source du facteur, qui est ici présenté par le cristallin. Également, ce facteur est sécrété par l'humeur vitrée primitive. Pour cela, on trouve des vaisseaux qui naissent par collatéralité de l'artère hyaloïde. L'artère hyaloïde, donc, branche de l'artère ophtalmique, il gagne la fissure, il gagne le pédicule optique ou la lumière du pédicule optique à travers la fissure colobomique ou la fissure choroïdienne qui se trouve à la face inférieure. Puis, il gagne l'espace entre la cupule optique et le jeune cristallin. Et au cours de son trajet, il donne des branches collatérales qui gagnent l'humeur vitrée primitive, puisqu'en fait l'humeur vitrée primitive sécrète le même facteur que sécrète le cristallin, mais il est sécrété principalement par le cristallin embryonnaire. Une fois l'artère hyaloïde gagne la face postérieure du cristallin, il va se terminer en donnant un réseau qui prend le nom de la tunica vasculosa lentis, ça c'est en latin, qui signifie tunique vasculaire du cristallin. Cette tunique est un vrai sac vasculaire qui entoure le cristallin et qui donc va favoriser l'alimentation, donc les échanges donc à travers la cristalloïde, qui est la capsule qu'on a déjà vue dans les vidéos précédentes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'artère hyaloïde, à la face postérieure du cristallin, va se ramifier en réseau extrêmement anastomotique, voilà, à la face postérieure du cristallin.
mais l'artère hyaloïde va participer uniquement à son versant postérieur. La tunica vasculosa lentis, qui est cette sac vasculaire qui entoure le cristallin pendant le développement embryonnaire, comporte deux segments. Un segment postérieur qui est principalement formé par l'artère hyaloïde lorsqu'il atteint la face postérieure du cristallin, et un segment antérieur qui est principalement formé par des artères qui sont des artères primitives, des artères ciliaires primitives. Et ces artères ciliaires primitives vont donc participer au versant antérieur, le versant antérieur de la tunica vasculosa lentis. Voilà. Ça, c'est la tunica vasculosa lentis antérieure. Et ici, nous avons la tunica vasculosa lentis postérieure, qui est ici principalement de l'artère hyaloïde. Et ces deux tunica vasculosa lentis s'anastomosent au niveau de l'équateur du cristallin, au niveau d'une artère qu'on appelle l'artère annulaire. Il s'agit d'une artère qui se trouve au niveau de l'équateur du cristallin et qui sert à une zone d'anastomose entre la partie antérieure, la tunica donc, vasculosa lentis antérieure, et la tunica vasculosa lentis postérieure. Donc, tunica vasculosa lentis, un vrai sac vasculaire qui nourrit le cristallin pendant le développement embryonnaire jusqu'au 7e mois de la gestation, puisque cette strictée ou cette sac régresse au 7e mois de la gestation, une fois où le cristallin devient mature, ou lorsque la sécrétion de lumière aqueuse commence. Voilà. Le sac vasculaire qui a deux segments, segment postérieur, principalement ici de l'artère hyaloïde, et un segment antérieur qui est dérivé des vaisseaux ciliaires primitifs. Parfois, dans certaines références, vous trouvez que la tunica vasculosa lentis antérieure, ici on peut préciser ça, donc nous avons deux parties, tunica vasculosa lentis antérieure et tunica vasculosa lentis postérieure. Dans certaines références, ils disent que la tunica vasculosa lentis antérieure, c'est la membrane pupillaire. Membrane pupillaire qui est donc fermée, ou qui ferme la pupille pendant le développement embryonnaire. Il est armé par des mésenchymes qui dérivent principalement des crêtes neurales. C'est important ici. Nous avons ici, par exemple, a priori, on peut mettre la pupille. Donc, la pupille qui est ce trou qui perce l'iris. Donc, nous avons l'iris, qui est la chose colorée donc, au niveau de vos yeux. Donc, ici, on le colore ici en marron. Okay. Alors, la pupille, qui est ce trou qui livre passage à la lumière, pendant le développement embryonnaire, il était fermé par une membrane. Cette membrane s'appelle la membrane pupillaire. Donc ici, on représente ici donc, en jaune. Okay. Cette membrane pupillaire, elle est formée principalement par des vaisseaux, les vaisseaux de la tunica vasculosa lentis antérieure et du mésenchyme. Mésenchyme ici des crêtes neurales. Donc c'est un mélange entre vaisseaux et mésenchyme des crêtes neurales. Et dans certains cas qui sont assez rares, cette membrane peut persister. Une fois persistée, ça peut conduire à une malformation congénitale qu'on appelle la persistance de la membrane pupillaire, ou PPM souvent en anglais, on dit. Et cette persistance est très rare. Et une fois persistée, elle est bénigne, elle n'empêche pas la vision de façon générale. Également, on peut noter que la persistance de cette vascularisation, par exemple, parfois la vascularisation ici de l'artère hyaloïde peut persister, la tunica vasculosa lentis peut persister. Une fois persistée, ça conduit à des malformations congénitales, souvent la persistance de la vascularisation du cristallin, souvent à cause de la persistance de la sécrétion de ce facteur, puisque ce facteur, qui est le VEGF, est sécrété par le cristallin pendant les premières semaines de la gestation, et la sécrétion poursuit jusqu'à le 7e mois de la gestation. Normalement, à ce stade, 6e, 7e, 8e mois de la gestation, la sécrétion de VEGF par le cristallin cesse. Et une fois cessée, les vaisseaux sont dépendants de ce facteur. Une fois la sécrétion du VEGF par le cristallin cesse, lorsque le cristallin devient mature, ou lorsque la sécrétion de lumière aqueuse par des procès ciliaires commence,
les vaisseaux commencent à se dégénérer, puisque ces vaisseaux dépendent de ce facteur, parce que le facteur qui est le VEGF n'assure pas seulement la croissance de l'endothélium, mais également le maintien des vaisseaux, puisque ce facteur est qualifié comme facteur angiogénique. D'accord? Angiogénique, c'est-à-dire un facteur qui fabrique les vaisseaux et également maintient les vaisseaux. Et une fois le cristallin devient mature, il va commencer à se débarrasser de ces vaisseaux, puisque ces vaisseaux, lorsqu'ils se persistent, ils vont diminuer la netteté de la vision, puisque le cristallin, normalement, doit être transparente, avasculaire. Et la nutrition sera assurée plus tard par le liquide qui est l'humeur aqueuse. À ce qui concerne l'artère hyaloïde, qui est la principale artère de la vascularisation embryonnaire du cristallin, ici, il possède deux segments principaux. Le premier, c'est un segment qui est très proche de l'artère ophtalmique, c'est-à-dire de son origine. Ce segment porte le nom du segment proximal, et un segment qui est plus loin, situé entre la cupule optique et le cristallin, qui est donc le segment distal. Chacun, au fur et à mesure du développement, va donner un reliquat. Le segment distal de l'artère hyaloïde, à la fin donc, de la gestation, donc 7e, 8e semaine, pardon, 8e mois de la gestation, il se dégénère. Il donne un reliquat non fonctionnel qui s'appelle le canal hyaloïde. Canal hyaloïde décrit par Cloquet. Pour cela, on appelle le canal de Cloquet. Ce canal de Cloquet, c'est un vestige non fonctionnel du segment distal de l'artère hyaloïde. Donc, supposons que ça, c'est le cristallin. Donc, il y a à ce stade dépourvu des vaisseaux, supposons. Et en arrière se trouve ce canal, le canal dit hyaloïde. Ce canal hyaloïde n'est qu'un vestige de cette artère, donc de ce segment de l'artère hyaloïde, le segment distal. Par contre, le segment proximal de l'artère hyaloïde persiste. C'est un reliquat fonctionnel de l'artère hyaloïde et il est à l'origine d'une artère que vous trouvez toujours dans les ouvrages d'anatomie au sein de la rétine. Si vous sectionnez la rétine, section transversale de la rétine, vous trouvez au sein de la rétine des vaisseaux, dits vaisseaux centraux de la rétine. En ce qui concerne l'artère hyaloïde, son segment proximal est à l'origine de l'artère centrale de la rétine. Artère centrale de la rétine. Et un vestige fonctionnel, ou le vestige fonctionnel de l'artère hyaloïde. Donc, l'artère hyaloïde possède deux segments. Un segment proximal qui est à l'origine du canal hyaloïde de Cloquet, qui se trouve enfoui en profondeur de l'humeur du corps vitré primitif, et un segment proximal très proche de l'artère ophtalmique et qui est à l'origine de l'artère centrale de la rétine. Donc notez toujours que l'artère centrale de la rétine se trouve au sein de la rétine, entourée par les axones des cellules ganglionnaires, n'est qu'un vestige fonctionnel de l'artère hyaloïde. Voilà, donc en ce qui concerne la vascularisation embryonnaire du cristallin et de l'humère vitrée. L'humère vitrée primitive. Notez toujours qu'il y a trois types d'humère vitrée. Il y a l'humère vitrée primitive, qui est ici en marron. Il est temporaire, provisoire, et il sera remplacé par un autre humeur vitrée, qui est l'humère vitrée secondaire. Ça, c'est l'humère vitrée primaire. L'humère vitrée secondaire, il est pompé ou sécrété par le feuillet interne de la cupule optique, par la rétine sensorielle. Donc, ici, on peut matérialiser le sens de sécrétion de l'humeur vitrée secondaire. Ici, en fait, l'humeur vitrée secondaire qui domine au niveau de l'œil de l'adulte. Au niveau de l'œil de l'adulte se trouve une substance gélatineuse, transparente, située entre le cristallin et la rétine. Et cette substance gélatineuse n'est que l'humeur vitrée secondaire. L'humeur vitrée primaire reste, mais il est assez minoritaire. Il existe un dernier type d'humeur vitrée, c'est l'humeur vitrée tertiaire. Et cette humeur vitrée tertiaire, il est à l'origine de ce qu'on appelle les zonules de Zinn. Zonules de Zinn. Alors, ces zonules de Zinn sont comme des tendons qui maintiennent donc les pôles du cristallin. Donc, ce sont des filaments qui
s'insère sur les pôles du cristallin et qui relie ces pôles au procès ciliaire, donc des corps ciliaires. D'accord? Donc, bien sûr, ici, à ce stade, le cristallin est entouré par sa capsule, qui est la cristalloïde, et les onidésines, qui sont dérivées de l'humeur vitrée tertiaire, s'insèrent sur la capsule de cristallin, et se terminent au niveau des procès ciliaires. Donc, les sommes, mais principalement des procès ciliaires. Et à ce qui concerne la mésenchymatisation de l'œil, les tissus mésenchymateux de l'œil, nous avons, comme vous le savez, des stromas. Et ces stromas, quel que soit le stroma de la cornée, de l'iris, stroma des corps ciliaires, également la sclère, la choroïde, tout dérive du mésenchyme des crêtes neurales. Et à ce qui concerne la mésenchymatisation dans l'espace situé entre le cristallin et l'ectoderme de surface, nous avons comme donc information importante 3 types de vagues qui s'interposent entre le jeune cristallin et l'ectoderme surface. Un premier vague qui est à l'origine de l'endothélium l'endothélium cornéen, c'est pas vasculaire parce que l'endothélium vasculaire dérive du mésoderme, l'endothélium cornéen dérive des crêtes neurales. La première vague des cellules mésenchymateuses, elle est à l'origine de ce feuillet. Deuxième vague va donc s'accumuler entre le premier vague qui est à l'origine de l'endothélium cornéen et l'ectoderme de surface qui est à cette zone est à l'origine de l'épithélium cornéen de la rétine. Et donc, trouver donc cette deuxième vague qui est à l'origine du stroma de la cornée. Donc la cornée qui est là, elle possède deux parties principales, un épithélium qui est l'épithélium cornéen antérieur qui dérive de l'ectoderme surface et tout ce qui est en sous-jacent, principalement le stroma et l'endothélium vasculaire, dérive du mésenchyme des crêtes neurales. La troisième vague des cellules, elle s'accumule entre la première vague et le cristallin. Il est à l'origine principalement des stromas de l'iris, qui est ici en avant, et d'une membrane, qui est la membrane pupillaire, qu'on représente ici. Voilà, la membrane pupillaire. D'accord? La membrane pupillaire, qu'on a définie ici, elle est formée par une mésenchyme qui dérive des crêtes neurales et des vaisseaux, qui sont les vaisseaux de la tunica vasculosa lentis. Et la chambre antérieure se forme principalement par remodélage, c'est-à-dire que les cellules subissent une réorganisation pour constituer une fente qui est située principalement entre la première vague et la troisième vague. Et cette fente ici est à l'origine principalement de la chambre antérieure. La chambre antérieure qui est l'espace situé entre l'iris et la cornée. Et à ce qui concerne la mésenchymatisation de la choroïde et de la sclère, donc, nous avons une condensation des mésenchymes autour de la cupule optique. Et cette condensation des mésenchymes est à l'origine de deux tuniques, une tunique externe qui est assez dense, qui va donner la sclère, et une tunique interne qui est à l'origine de la choroïde, tunique qui est assez lâche et richement vascularisée. Donc voilà ce qui concerne l'œil. En ce qui concerne le nerf optique. Le nerf optique, voilà, c'est écrit ici. Nerf optique. Il faut savoir une chose importante, c'est que le nerf optique n'est pas un nerf périphérique. Le nerf optique est considéré comme un prolongement du système nerveux central. Il n'est pas comme un nerf périphérique. Et ça, en fait, c'était justifié par plusieurs critères, plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, la myélinisation, qui est assurée par des oligodendrocytes et non par des séries de Schwann. En ce qui concerne les nerfs périphériques, la myélinisation des fibres des nerfs périphériques est assurée par des cellules de Schwann. Pour le système nerveux central, la myélinisation des fibres est assurée par des oligodendrocytes. Et c'est le cas également pour le nerf optique, oligodendrocyte.
Les oligodendrocytes dérivent d'un point de vue embryologique du neuroectoderme. Et donc, le nerf optique, qui est formé par les axones des cellules ganglionnaires, les axones des cellules ganglionnaires sont myélinisés par ces oligodendrocytes, ce qui donc justifie que ce nerf optique n'est pas un nerf périphérique, c'est un prolongement de cerveau. Deuxième caractéristique importante, c'est la présence des méninges. Les méninges. Les méninges qui sont donc, composés de deux feuillets, le pachyméninge et le dectoméninge. Les nerfs périphériques ne possèdent pas des méninges, seulement le nerf optique qui est méningé. Et cette particularité caractérise le nerf optique, puisque le nerf optique, lorsqu'on compare le nerf optique avec les autres nerfs périphériques, on ne trouve pas des méninges au niveau des nerfs périphériques, ni les nerfs qui prennent leurs origines au niveau des troncs cérébrales, comme par exemple le nerf trigémon, le nerf vague. On ne trouve pas des méninges qui entourent ces nerfs. Le nerf optique est entouré par ses propres méninges, qui sont composés de l'épimère, de l'arachnoïde et de la dure mère. Également, il y a des espaces subarachnoïdiens qui sont en continuité avec celui de l'encéphale. Alors, à ce qui concerne donc la formation du nerf optique, tout commence par le pédicule optique. Donc, pédicule optique qui est en forme de tube de paroi neuroectodermique avec ici la lumière du tube. À la face inférieure, donc aux 5e semaine du développement embryonnaire, à la face inférieure apparaît une fente qui est la fente colobonique. Et cette fente colobonique est un passage naturel pour l'humeur très primitif et les vaisseaux hyaloïdiens, l'artère et la veine hyaloïdienne. L'artère et la veine hyaloïdienne, ok? Donc, ça c'est à la fin du 4e semaine. Au début de 5e semaine, la fente colobomique ou la fente choroïdienne qui se trouve à la face inférieure du pédicule optique apparaît et livre passage principalement au vaisseau, l'artère et la veine hyaloïde. Et également, il y a deux feuillets, un feuillet interne qui est plus épaisse au niveau du pédicule optique également par rapport au feuillet externe. Voilà. Le feuillet interne, deux feuillets externes et également il y a l'espace entre les deux feuillets. Alors qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la cupule optique, comme vous le savez, se trouvent des cellules ganglionnaires, ils vont se former et leurs axones vont gagner très rapidement le feuillet interne du pédicule optique. Donc les axones vont s'engager dans le feuillet interne et au fur et à mesure du développement, le nombre des axones va augmenter. Si on suppose que nous sommes dans le 6e ou 7e semaine du développement, lorsque la fente colobomique est fermée, puisque cette fente se ferme normalement à ce stade, s'il ne se ferme pas, ça peut conduire à ce qu'on appelle un colobome. Un colobome qui est dû à la persistance de cette fente. Voilà. Il est complètement fermé à ce stade. Nous avons ici les vaisseaux hyaloïdes, l'artère et la veine. Et donc, le nombre des axones des cellules ganglionnaires va progressivement augmenter. D'accord? Donc, tout ça, ce sont les axones, donc une coupe transversale des axones des cellules ganglionnaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure du développement, le nombre des axones va augmenter, ce qui va donc occuper toute la lumière, tout l'espace qui est situé entre les deux feuillets. Donc, la croissance sera donc centrifuge en quelque sorte. Donc, le nombre des axones va augmenter, ce qui donc pousse le feuillet interne contre le feuillet externe. Et enfin, on obtient une chose qui ressemble à celle-là. Okay? Donc, un nerf qui est composé principalement par les axones des cellules ganglionnaires, donc qui remplissent complètement la lumière. Ou l'espace sera complètement colonisé par les axones des cellules ganglionnaires. Et au centre se trouvent les vaisseaux, l'artère et la veine toujours. Et c'est exactement la situation ou l'organisation du nerf optique. Le nerf optique est formé par les axones des cellules ganglionnaires. Il est centré par les vaisseaux qui sont, donc, dans les ouvrages d'anatomie trouvés, les vaisseaux hyaloïdiens.
les vaisseaux centraux de la rétine, l'artère et la veine centrale de la rétine, qui sont des vestiges ou des reliquats fonctionnels des vaisseaux hyaloïdiens. Alors, les méninges, on a dit que le nerf optique est méningé, c'est une situation qui caractérise ce nerf, parce que le nerf périphérique ne possède pas des méninges. Et les méninges ici s'organisent en trois couches. Tout d'abord la pimère, qui tapisse donc la surface de ce nerf. L'arachnoïde, dont il est séparé du précédent par des espaces subarachnoïdiens. L'arachnoïde est la forme donc, d'un réseau, forme réticulaire, réseau de l'araignée. Entre l'arachnoïde et la pimère se trouvent les espaces subarachnoïdiens qui sont donc en continuité avec celui de l'encéphale. Ce qui justifie que une augmentation de la pression intracrânienne au niveau donc, de l'encéphale peut entraîner des œdèmes papillaires puisque les espaces subarachnoïdiens sont en continuité. Et enfin, nous avons la durmère qui est cette fois-ci en continuité avec celle de l'encéphale et cette durmère également en continuité avec la sclère de l'œil. Voilà donc le cours sur l'embryologie de l'œil et du nerf optique. J'espère que c'est utile pour vous et pour la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée.